repart sur la deuxième leçon. Alors, la première des choses, si j'ouvre une fenêtre, je vais dans Documents, dans Initiation Python, je crée un deuxième dossier, le 102. Et tant qu'à faire, je vais aller copier, donc pomme C sur Mac, pomme V, le premier fichier qu'on avait fait, donc sc1.py. Maintenant, dans le launcher, dans le lanceur, je vais cliquer sur ici Anaconda Navigator. Donc sous Windows, soit vous avez créé un raccourci sur le bureau, soit vous allez dans le menu démarrer, dans Anaconda vous trouverez Anaconda Navigator, et éventuellement vous pourrez même l'épingler dans la fenêtre du bas. Donc je lance Anaconda Navigator. Ça prend toujours un peu de temps, hein, ce qu'on avait vu la semaine dernière, et je pense que ça prend plus de temps aussi parce que là je suis en train de faire une vidéo, donc il y a peut-être un ralentissement qui est dû à l'utilisation de QuickTime pour réaliser un enregistrement. Donc on attend, on n'a pas le choix. Voilà, Anaconda commence à apparaître, Anaconda Navigator. Non. Puis j'irai le rechercher au besoin si j'en ai envie. Donc ici, je choisis de lancer à nouveau Spider avec la toile d'araignée. Ce qui prend un peu de temps. Et des fois, ça marche pas du premier coup, hein. C'est ce qu'on avait vu lors de la première leçon. Tiens, ça me refait la même chose, donc hop, je relance. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Il faudra que je me penche sur la question. Voilà, là dans ma barre, là j'ai l'icône avec la toile d'araignée, donc c'est bon. Bon, là aussi c'est pas aussi lent d'habitude quand je, je ne tourne pas de vidéo. Donc je suppose que la vidéo, le passage de l'affichage par la vidéo est de nature à ralentir un peu les opérations. On va revoir un petit peu ce qu'on avait fait, on va le compléter, puis évidemment on va aller beaucoup plus loin. Donc on a l'éditeur qui apparaît, enfin non, l'IDE, puisque l'éditeur c'est uniquement la fenêtre de gauche, et puis là on a les autres fenêtres où on avait la console, les fichiers, l'aide qui va finir par afficher quelque chose, l'explorateur de variables. Oui, la dernière fois j'ai dit où on verrait apparaître les fonctions. Non, c'est là où on verra apparaître, et on va vérifier ça, les variables qui ont été déclarées, comme j'ai dit, au premier niveau. Et on va regarder ce que enfin, on va commencer à voir en fait ce que ça signifie. Donc on attend toujours qu'ils nous rendent la main. Oui. Voilà, si on commence par relancer notre fichier, donc soit avec le run file, le bouton vert là, le bouton play, enfin, qui en fait est un bouton run, soit avec F5, bon, il nous remet ce qu'on avait vu la fois dernière. Maintenant, si on va dans Variable Explorer, on a V1, V2, V3, on a le type, donc ce sont des entiers, la taille, ça doit être, je pense, en octets. Ouais, c'est possible, un octet, un octet, un octet. Et puis donc les valeurs 2, 3 et 7. D'accord? Donc ici sur la console, si je définis new variable, new variable, et que je la mets à 91. Si je vais dans l'explorateur de variables, j'ai l'apparition de ma variable new variable int, toujours un entier. C'est toujours un octet a priori, puis 91 pour la valeur. Alors, je vais aller modifier la valeur de V1, c'était combien? V1 c'était 2, moi je vais mettre 1, 2, 3, 1, 2 et 3 dans V1, V2, V3. Donc V1, je dis que c'est 1, V2, je dis que c'est 2,
V3, je dis que c'est 3. Donc dans l'explorateur de variables, j'ai bien 91, 1, 2, 3. Et maintenant, si je reviens sur la console et que je relance, donc si je reviens dans la fenêtre de l'éditeur et que je relance, j'ai à nouveau V3 qui vaut 7. Alors si on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'explorer des variables, on n'a plus new variable, on a toujours notre V1, V2, V3 qui sont définis dans notre fichier, qu'on a défini dans le fichier S1, SC underscore 1, et on a les bonnes valeurs. Donc attention, les variables, c'est l'une des options qu'on avait prises, c'est effacer les variables avant de lancer la nouvelle exécution. Bon ben, ça écrase, ça efface les variables, et du coup on ne récupère que celles qui sont accessibles depuis ce qu'on a lancé. Donc ça, c'était une des premières choses que je voulais voir avec vous. Deuxième chose, si je commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans mon script. J'ai pas du tout parlé de ce qui se passait sur les lignes 1 à 6. Et d'ailleurs, on va les compléter. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on sélectionne tout, on copie, on crée un nouveau fichier avec cette icône-là, là. Et ici, je sélectionne tout, je fais pomme V. Alors déjà, là, en fait, ce qu'on a en vert, ça correspond à un commentaire sur plusieurs lignes. Et ce commentaire sur plusieurs lignes, donc de manière à ne pas avoir systématiquement à écrire le dièse, oui dièse, espace et puis début du commentaire, ben, on a cet environnement qui est 3 guillemets, donc guillemets, guillemets, guillemets. Le début, si j'enlève par exemple, là, tout passe en vert. Si je le remets, guillemets, 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 il n'y a que cette zone-là en fait qui est considérée comme un commentaire. Et donc là, on a un commentaire qui court sur 1, 2, 3 lignes. Donc nous, on va aller modifier déjà cette partie-là, et après je m'intéresserai à la ligne 1. Alors ce que moi j'ai pris l'habitude de faire, oui, c'est de remplacer. Alors éventuellement, on pourrait mettre sur la première ligne le nom de ce que l'on est en train de faire. Ça peut être une bonne idée. Alors d'ailleurs, on va le faire. Donc ça va être essai2. Alors non, j'ai pas mis de majuscule, donc essai2. Donc ça, à la rigueur, point pareil. Point, j'ai demandé. Si je tape pas la même chose, ça ne va pas. Et à la rigueur, en fait, je peux mettre application. Deux points. Non, ça je ne veux pas. Voilà. Et c'est 2. Ensuite, je vais laisser une ligne. Je vais mettre creation date. Date de création en français. Oui, je voulais faire une tabulation, mais ça ne fonctionne pas. 3, 4. Là aussi, je vais mettre 4. Et donc, du coup, on est le samedi 4 avril. Donc, je vais pas mettre samedi. Par contre, je vais mettre qu'on est le 04 04 2020. Et je vais mettre modification date, date de modification, modification date, deux points. Vous voyez là, en fait, il faut que je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 1, voilà. Et on est toujours le 04. Le 04 04 2020. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'heure. Donc, on va le créer donc 0h09, heure 01. Et puis pour l'instant, la modification, 0, on va la faire dans la foulée, donc 0 et X, parce que je ne sais pas. Et celui-là, donc je demande à le sauver. Et je vais pas aller le mettre dans leçon 1, mais dans la leçon 2. Et je vais lui demander de l'appeler essai2. Voilà. Donc là, on a bien essai2.py. À la rigueur, on peut fermer le essai1. Donc je vais faire une première modification. Je tiens, voilà.
modification de base. Donc là, quand on modifie, et qu'on n'a pas encore sauvé les modifications, on a une étoile. Par exemple, si je fais ça, voilà, vous voyez, à côté du paille, il y a une étoile. Si je sauve, elle n'y est plus. Donc ça, c'était la première chose. Alors maintenant, on a une ligne supplémentaire dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui est la ligne 1. Alors, on pourra avoir une ligne avant, on verra ça, quand on voudra que le script puisse être lancé depuis une ligne de commande, depuis le terminal, où on aurait, on dirait, ben, Python et C2 .py. Donc là, on va pas faire ça aujourd'hui, mais donc sachez que c'est là qu'on ira mettre éventuellement une commande supplémentaire. Alors là, on a une commande qui a été mise par défaut par Spider et qu'on a tout intérêt à conserver. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'utiliser des caractères accentués, par exemple dans les chaînes de caractères qu'on va afficher. Parce que là, ce qu'on lui déclare, c'est que le script qu'on va utiliser et potentiellement par défaut ce qu'on utilisera aussi, ce sont des caractères accentués. Alors il y a évidemment les accents du français, mais ça pourrait être aussi des caractères compliqués comme les idéogrammes pour le chinois, le coréen, le japonais, les hiragana, les katakana, et puis toutes les langues qui sont basées sur l'utilisation de caractères ou d'idéogrammes, par exemple. Donc cette ligne-là, qui commence par un dièse, qui indique à Python ce qu'il doit faire, dire voilà, on va utiliser un codage qui est Unicode en 8 bits. Donc après UTF, font, le F ça doit être pour font, le U ça doit être pour Unicode et le T peut-être bien pour translation ou quelque chose comme ça. Donc on revient maintenant à notre script et on va introduire des modifications. Alors, ces modifications, le but c'est de mieux structurer les, l'ensemble en fait de tout ce que l'on va écrire. Alors là, c'est un script qui va être un script, j'ai envie de dire, qu'on va lancer. Donc quelque chose qui va être un script potentiellement principal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, avec le mot-clé def, une première fonction qui va s'appeler main, et donc du coup main, hein, c'est-à-dire principal. Alors là, il n'est pas content, parce qu'il, comme il est dit, ben, ce qu'on attend, c'est un bloc indenté. Indenté. Donc en fait, par exemple, voilà, là j'utilise la tabulation, et là il est déjà moins mécontent. Il nous dit juste que pour l'instant, en fait, local variable var is assigned to but never used. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le code qu'on lui a mis en ligne, enfin qu'on lui a mis, qu'on a bien mis en forme, il n'y a pas l'utilisation ni de V1 ni de V2. Donc je continue, je rajoute des tabulations. Là, ce coup-ci, les deux avertissements ici ont disparu. On a un avertissement ici, parce que ce coup-ci, c'est V3 qui n'est pas encore utilisé. Donc, je continue. Alors si je reste... non, ça, j'en veux pas. Si je reste là, non, là, ça ne gêne pas. Ce qui gênait avant, c'était... si je reviens à ça, là. Voilà, là, il n'est pas content. Enfin, il n'est pas content. Là non plus, il n'est pas content. Alors ici, il nous dit, ben, V3, on l'a défini. On a défini une variable V3, mais on ne l'utilise pas. Puis là, il nous dit, ah ben, je ne connais pas V3. Ah, pourtant, on l'a défini. Oui, mais on l'a défini dans une fonction qui est main. Alors que là, on n'est pas dans la fonction, puisque pour lui, dans la fonction, il y a l'indentation. Donc ici, par contre, ça va se résoudre, cette affaire, si je rajoute les tabulations. Ah, c'est pénible ça. Voilà. Je veux pas de ça. Donc, ici, donc 9h06, hop, je fais la modification.
Et qu'est-ce qui se passe si je lance, si j'exécute? Bah, comme c'est une nouvelle fonction, c'est un nouveau projet pour lui, donc il nous dit: «Bah, qu'est-ce qu'on doit faire?» Donc on remet, supprimer toutes les variables avant l'exécution, on conserve, exécution dans la console currente, on conserve le working directory, c'est le répertoire ou dossier ou chemin de travail actuel, c'est le fichier, parce que c'est notre fichier d'entrée, c'est celui qu'on va exécuter. Et puis là pour l'instant on n'y touche pas. Always show this dialog on the first file run, oui, de manière à ce que quand on créera un nouveau projet, il nous redemande ce qu'il doit faire. Donc run. Et là il nous affiche rien. Pourtant, dans le script, dans la fonction, il y a bien du print. Bah oui, mais on a défini une fonction, mais on ne lui a pas dit de l'utiliser. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on va dans le variable Explorer, il n'y a plus rien. Alors, si on revient sur le script, pour récupérer le, pour récupérer en fait notre affichage, il faut lui rajouter une consigne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des petites choses comme ça, c'est-à-dire un commentaire qui va me permettre de structurer aussi un peu plus mon code. Donc, avant ma fonction main, et là, avant ma deuxième fonction, il faudra qu'on revienne sur les préférences et je vous montrerai comment activer des avertissements qui seront bien utiles, surtout si on veut aller plus loin, c'est-à-dire réaliser une application indépendante ou en anglais standalone à partir de nos codes. Donc là, ce qu'il faut, c'est taper le mot-clé if, donc si, underscore, underscore, name, underscore, underscore. Donc ça, c'est une variable Python interne qui est si la variable nom est égale. Donc si elle coïncide exactement avec la chaîne de caractères, donc guillemets, underscore, underscore, main, underscore, underscore. Donc ça, c'est la condition. Si name égale main, deux points, on va à la ligne. À ce moment-là, ce qu'on lui demande, c'est de lancer main. Donc là, je change l'heure de modification et je lance. Et là, maintenant, j'ai récupéré mon affichage avec ici une ligne vide, une ligne avec mes 25 tirets, une ligne vide, une ligne vide, V3 2 points, un espace 7, qui est le résultat de V1 fois V2 plus 1, ligne vide, 25 tirets, ligne vide. Voilà. Et si je vais dans le Variable Explorer, j'ai rien. Alors là, pourquoi? Parce que au niveau, on n'a plus aucune variable qui ne soit pas en fait définie à l'intérieur d'une fonction. Si par contre, ici je mets test variable, test variable égale 191. Non, là il y a des options qu'il faudra que j'aille modifier. Alors, voilà. Et que je le relance. Alors l'affichage n'est pas modifié, mais est-ce qu'on a une modification? Oui. Ici d'ailleurs, c'est pas variable mais variable. Et on a 191. Donc ici, ça c'est une variable. Variable. Je vais décidément. Variable de ce que j'ai envie d'appeler premier niveau. Et donc celle-ci, en fait, elle est accessible, lisible, depuis la console. Et par contre, ici, on est sur des variables internes
à la fonction, ici, la fonction main. Par contre, si ici, je rajoute un petit print, test variable, tiens, variable, oui, donc guillemets, test variable, deux points, espace, une virgule. Donc ça, c'est pour afficher la valeur, ça, c'est pour avoir une chaîne de caractères test variable. Donc si je modifie 9h12, hop, je sauve, j'exécute, test variable, 191 apparaît. Donc ici, c'est accessible, lisible depuis la console, mais en fait, on va rajouter une ligne qui va être accessible. Donc lisible par exemple, hein, lisible dans les fonctions. Si on ne redéfinit pas la variable. J'y arrive pas. Hein. Alors, un tiret. Voilà. Éventuellement un tiret. Hop, hop. Voilà. Ah oui, 9h13. Donc je change. Hein, je change à chaque fois. Ou de manière très régulière. Donc là, ça ne change rien. Par contre, si ici dans mes variables, ma variable je la place à 2020, que je change ici, et que je relance, la variable en fait, qui est affichée, c'est 2020. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le variable Explorer? 191. On va dire c'est bizarre. Absolument pas. Puisque test variable, je vous ai dit, c'est une variable qui est lisible ou accessible dans les fonctions si on ne la redéfinit pas. Par contre, elle est accessible depuis notamment la console, depuis voire même d'autres programmes, d'autres scripts, pour être accessible, puisqu'elle est définie au tout premier niveau. Par contre, la variable test, variable ici, c'est une variable locale. Donc tant qu'on est dans main, elle existe, elle a la valeur 2020, mais sitôt qu'on a fini l'exécution de main, elle n'existe plus. Comme V1, V2 et V3 d'ailleurs. Donc du coup, quand on lui demande au niveau de l'explorateur de variables ce qui définit comme variable, on a juste la variable test variable avec sa valeur 191. Donc on a en plus rétabli la valeur. Donc du coup, ça, il faut faire attention. Si on voulait, on pourrait, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas vous l'expliquer. On pourrait faire en sorte que cette variable-là, elle soit modifiée par la modification ici, sa redéfinition, en fait, que les modifications à l'intérieur des fonctions soient prises en compte au niveau plus haut. Et ça, donc ça, sachez que ça existe, on le verra probablement, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des variables qui sont extérieures aux fonctions, qui elles vont être accessibles, peut-être même depuis la console, tiens. Qu'est-ce qui se passe si je lui demande test variable ici? Il me donne 191. Ce qui est logique puisque on a une variable, test variable, qui vaut 191 qui est définie. Donc c'est la même. Par contre, elle ne vaut pas 2020, puisque ça, c'est sa valeur à l'intérieur de la fonction main. Donc, ça, c'est le premier niveau pour la variable. Ça, c'est un niveau, j'ai envie de dire, un deuxième niveau, donc en niveau intérieur, au niveau de la fonction. Et donc, du coup, attention, si vous définissiez des variables à l'intérieur d'une fonction, elles ne seront pas automatiquement
visible depuis les autres fonctions. Donc ça, c'était la première fonction. On va copier le code, faire une nouvelle fonction. Je remets le code et puis je vais aller le modifier. Alors j'enlève ça. Donc là, on est en train de faire une nouvelle fonction. Donc j'ai juste modifié l'heure pour l'instant. Je vais l'appeler 3. C'est le troisième essai. Et puis donc du coup, bah c'est 3, donc je modifie pour l'instant. Ici, je vais modifier aussi. Alors, test variable, je n'en veux pas. Donc je n'en veux pas non plus ici. Donc là, si je... Ouais, bon. Si je lance, il me redemande ce qu'il en est. Donc là, attention, toujours bien vérifier qu'il y a une modification, enfin qu'il y a un écrasement en fait, qu'il y a un écrasement, un effacement des variables avant l'exécution. Et là, vu qu'on a une variable enfin, même si je viens de la supprimer dans le script, on a vu qu'on pouvait avoir des variables qui étaient communes et qui étaient accessibles depuis la console. Donc si on avait défini quelque chose en console et puis qu'on a oublié d'ajouter la définition, par exemple à ce niveau-ci là, ce que j'ai appelé le premier niveau, ben, en relançant, il nous manquerait la variable. On aurait une erreur. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'effacer toutes les variables qui sont définies dans la console avant l'exécution, de manière à repartir sur un système propre. Donc, hop. Donc là, ça fonctionne bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver la structure avec un main, euh, une fonction main et puis un appel si on lance le script. Le if name égale main, ça c'est quand on lance le script. Bah, du coup, il a un nom par défaut qui s'appelle main. Et du coup, comme on a défini que si le nom c'est main, on lance main, on a bien l'exécution de main, de la fonction main. Alors, ce qu'on va faire... Ah oui, ce que je vais vous montrer, c'était les préférences. Dans les préférences... Ah voilà. Si on va dans... Alors, ça va être dans apparence. Oui, voilà. Ici, vous avez Spider Dark. Si par exemple, je mets Spider et que je lui fais appliquer, ça prend un certain temps. Euh, Ouais, non. Non, je vais pas le relancer. Mais disons que ce qui se passe, c'est que dans l'éditeur, ça va passer en blanc, en fond blanc. Donc après, vous avez différentes propositions, donc vous pouvez parcourir pour voir en fait ce qui vous correspond. Moi, je vais rester sur mon Spider Dark parce que ça fait moins mal aux yeux quand on en fait plein. Et du coup, ça c'est une des choses. Alors après, il y a peut-être des choses dans le run. Bah, on retrouve, tiens, ici, je vais le mettre et peut-être que la prochaine fois qu'on fera un nouveau script, cette case-là, Remove all variables before execution, peut-être qu'elle sera déjà en fait activée. Voilà, apply, ok. Donc il faudra aller regarder éventuellement voir s'il y a d'autres choses, notamment des modifications, si c'était pas suffisamment gros pour augmenter la taille de la police, etc. C'est à ce niveau-là que ça se passerait. Donc ça, c'était une chose. Qu'est-ce que j'avais noté aussi sur lequel il fallait que je revienne? Non, l'entête c'est fait. Bien. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu les choses et on va essayer de commencer à travailler un petit peu proprement. Alors, oui, il y a une option quand même d'affichage qu'il faudrait que je vois. Je vais voir si je la vois ici. Euh, Voilà, underline, errors and warnings. On va voir.
Je vais faire un test. Est-ce qu'il... non, c'est pas là, c'est pas ça alors. Dans le source... show... Ah, c'est peut-être pas là. Ce que je veux en fait, c'est qu'il... idéalement, s'il me rendait un peu la main. Là. Ah, code style warnings. Peut-être que ça va être bon. Voilà. Là, il n'est pas content. Alors, ici, il me dit qu'il y a trop de lignes blanches. Là, ça a disparu parce qu'en fait, entre les fonctions, ce qu'il demande, pour que notamment après les options de compilation avec Cython et puis transformation en application standalone ou autonome, ce qu'il demande, c'est que les fonctions elles, soient séparées par deux lignes. Donc là, il n'est pas content parce qu'il dit qu'il attendait deux lignes blanches, deux lignes vides, après la définition d'une classe ou d'une fonction. Donc si ça, je lui en mets, pouf, là c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit? No new line at end of file. Voilà. Et là, regardez, oui, oui. Là, il y avait un truc. Là, il n'est pas content parce il me dit que la ligne qui est là, elle contient en fait des espaces. Et ça peut générer une erreur puisque c'est des choses qui ne sont pas utiles. Donc là, il me dit qu'il a une ligne en trop. Donc hop. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il lui manque une ligne. Bah, écoutez, on va faire ça, puis on verra si ça finit par disparaître. Cet avertissement. Donc, moi, ce que je voulais, oui, c'est définir. Donc, je recopie ça. Voilà. Je veux définir une fonction qui va être calcul, late, calculate. Allez, on va l'écrire en anglais. Function. Function. Et puis, je vais lui passer donc les variables. Alors, si je mets deux points, il est déjà moins mécontent. Et si je dis voilà, alors je veux penser au fait que je vais avoir une fonction, calcul de fonction, je lui mets le mot-clé passe, et si je passe mes deux lignes, ici il y a un warning, une alerte qui a disparu, et puis là si je passe une ligne, il est content. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc calculer une fonction, donc on va lui donner en fait le x, mais ce ne sera pas une seule variable. Ça va être un tableau. Donc je vais lui mettre un X et je vais préciser, j'ai pris cette habitude-là, c'est un array. Alors je vais utiliser des arrays, donc je vais utiliser des nombres. Donc je vais lui demander d'utiliser la bibliothèque de calcul numérique. Donc ça se fait, l'utilisation de bibliothèque externe, en utilisant le mot-clé import, comme pour importation, de quoi? De NumPy. Et oui, je vais lui demander, tiens voilà, ça, tout ce qui va être dans NumPy, tout ce qui va être issu de NumPy, je vais le faire précéder de NP. Parce que j'ai pas envie d'écrire NumPy et que je veux savoir en fait d'où viennent les fonctions. Alors, donc par exemple, on va lui définir un Y array, donc Y minuscule array. Alors pour l'instant, il n'est pas content, parce qu'il me dit que je l'ai importé, mais je ne l'utilise pas. Mais ça va venir. Et par exemple, on va lui dire que la fonction, c'est y égale x plus 1. Donc x array, le tableau, plus 1. Et puis, évidemment, il faut lui dire que la fonction, elle va retourner quoi? Le tableau des y. Y array. Donc là, il est... Ah oui, puis là, il nous dit qu'il manque une ligne. Voilà. Donc ça a disparu. Maintenant, donc, on va modifier le code qui est là.
Donc dans les données, bah, je vais lui rentrer mon x array, comme ça n'aura pas le même nom. Et puis je vais dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux? Je veux des nombres qui vont de 0 à 10. Alors je vais dire le x max, ça va être 10. 11, on va voir pourquoi. Et là je vais dire, bah voilà, tu vas utiliser une fonction de NumPy qui est range de mémoire et xmax. Voilà. Alors si ici, dans la console, je peux faire des tests, si je dis, ben, tu m'importes NumPy as np, ok, je vais dire, bah tiens, test array, c'est np, donc je vais chercher dans NumPy, range, et puis si je mets un 3, par exemple, il me renvoie rien. Bah oui, parce que il attend que je lui demande de manière explicite, mais ceci étant, on peut aller regarder ce qui se passe dans le variable Explorer. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est un array d'inter of int 64, donc des entiers sur 64 bits. La taille, alors on reviendra là-dessus, il y a 3, non 3, parce qu'il n'y a qu'une dimension. Si on avait une ligne et deux colonnes, on aurait un 3,2. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme valeur? 0, 1, 2. Donc ce sont des entiers 0, 1, 2. Donc ici, si je lui demande d'afficher test array, j'ai bien 0, 1, 2. Alors attention, il nous dit, enfin, quand il nous renvoie en ligne de commande, il nous dit c'est un array avec les valeurs 0, 1, 2. Quand on va regarder les valeurs, il ne nous met pas array ici. Donc éventuellement, il faudra vérifier un petit peu ce qui se passe. Donc là, np range de 3, on a 0, 1, 2. Ici, dans mon éditeur, np range de xmax avec un xmax à 11, je vais aller de 0 à 10. Donc le V2, je n'en ai pas besoin. Le résultat, bah, pour l'instant, ça va être mon... Allez, c'est un peu pénible comme nom, mais c'est pas grave. Et là, je vais lui demander, bah, tu vas calculer la fonction de quoi? Bah, de mon x-array. Et ici, ce qu'on va faire, regardez, par exemple, si là il n'est pas content. Alors pourquoi il n'est pas content? Parce que mon y-array, je ne l'ai pas utilisé pour le moment. C'est normal, je viens juste de le définir. Et par contre, là, il n'est pas content parce qu'il y a il y a deux lignes. Donc, pour séparer des classes, on verra ce que c'est plus tard, et des fonctions, il faut deux lignes blanches. Pour, à l'intérieur d'un code d'une classe ou d'une fonction, une seule ligne, sinon il n'est pas content. Donc là, le print, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui afficher le contenu de mon x. Donc je reprends mon print, une chaîne de caractères qui va être mon x-array, et je lui demande de m'afficher mon x-array. Je recopie ma ligne, je la duplique, je remplace le x par un y. Voilà. L'avertissement comme quoi le mon y n'était plus mon y-array n'était pas utilisé, a disparu. Et là j'ai quelque chose qui, bah, on va voir, donc 9h31. Si je le lance, alors qu'est-ce qui se passe du point de vue des variables à Explorer? Je sais plus rien, c'est normal, puisque je n'ai des variables qui ne sont définies qu'à l'intérieur de fonctions. Et par contre, ce que j'ai, c'est l'affichage en ligne de commande. Donc de quoi? Bah, d'abord de mon x-array, donc de 0 à 10. Et comme ce qu'on a défini comme fonction, c'était y égale x plus 1, bah, j'ai de 1 à 11 pour le mon y-array. Alors si, par exemple, si je mets 2, que je modifie le code ici, 2 fois x-array plus 1,
Donc je change ici et que je relance. Évidemment, j'ai plus les mêmes valeurs, puisque là j'ai 2x plus 1. Donc 0 ça fait 1, 1 fois 2 ça fait 2 plus 1, 3, 2 fois 2, 4 plus 1, 5, etc. Donc je vais de 1 à 21. Donc on va s'arrêter là pour cette deuxième leçon sous Python. Et la prochaine leçon, ce qu'on fera, c'est que bon, l'affichage en ligne de console, bon là, comme il y a peu de valeurs, c'est bon, c'est possible. Si on avait beaucoup plus, bah, si on mettait par exemple plusieurs milliers, alors est-ce qu'il va nous afficher tout? Non, on verra. Il nous affichera le début et puis la fin, quand on lui demandera d'afficher un tableau. Par contre, à ce moment-là, bah, ce qui serait bien, c'est de voir afficher une figure. Donc, prochaine leçon, utilisation peut-être un peu plus musclée de la fonction calculateFunction. Par exemple, ici, j'ai été obligé d'aller modifier le 2 et le 1. Je voudrais pouvoir éventuellement le faire depuis la fonction main. Donc, on verra ça, et puis surtout, le tracé. Donc voilà, je pense que pour une deuxième leçon, ça fait peut-être déjà pas mal de choses. Donc, à la leçon suivante, à la prochaine fois.